Le plus difficile et le plus complexe de tous mes livres, note Virginia dans son journal le 28 mars 1930. Quand une tremblante étoile apparaît dans le ciel clair, j'en viens à penser que seul l'univers est plein de beauté et que nous ne sommes que des reptiles dont la luxure souille même les arbres. Chaque vague se soulevait en s'approchant du rivage, prenait forme, se brisait et traînait sur le sable un mince voile d'écume blanche. La houle s'arrêtait, puis s'éloignait de nouveau. Avec le soupir d'un dormeur dont le souffle va et vient sans qu'il en ait conscience. Tout au fond, le ciel lui aussi devient translucide. Comme si un blanc sédiment s'en était détaché. Ou comme si le bras d'une femme couchée sous l'horizon avait soulevé une lampe. Puis la femme invisible souleva plus haut sa lampe. Le doigt du soleil marqua d'ombre bleue un bouquet de feuilles près d'une fenêtre de chambre à coucher. Le store frémit doucement, mais tout dans la maison restait vague et sans substance. Au dehors, les oiseaux chantaient leur mélodie vide. Près de mon oreille, une abeille bourdonne, dit Neuville. Elle est ici, elle n'est plus là. Je brûle, je grelotte, dit Ginny. Je passe tour à tour au soleil et à l'ombre. Et maintenant, les voilà partis, murmura Louis. Je suis seule. Ils sont rentrés dans la maison pour le déjeuner du matin, et moi je reste ici, au pied du mur, parmi les fleurs. Je tiens une tige à la main. Je suis moi-même la tige. Mes racines s'enfoncent dans les profondeurs du monde, à travers l'argile sèche et la terre humide, à travers les veines de plomb, les veines d'argent. Mon corps n'est qu'une fibre. Toutes les secousses se répercutent en moi, et le poids de la terre presse contre mes côtes. Là-haut, mes yeux sont d'aveugles feuilles vertes. Je ne suis qu'un petit garçon vêtu de flanelle grise. La boucle de cuivre de ma ceinture représente un serpent. Tout là-bas, mes yeux sont les yeux sans paupières d'une statue de granit dans un désert bordé par le Nil. Je vois passer des femmes allant à la rivière avec des cruches rouges. Je vois tanguer des chameaux. Je vois des hommes en turban. J'entends des piétinements, des frémissements, des remuements à mes côtés. Je vois le scarabée, dit Suzanne. Il est noir, je vois. Il est vert, je vois. Je suis liée par de simples mots. Mais vous vaguez à l'aventure. Vous vous échappez. Vous montez plus haut avec des mots et des mots enfilés en phrases.
personne n'est encore venu jusqu'ici. Les fougères ont une odeur très forte et des champignons rouges poussent dessous. Et nous réveillons des corbeaux somnolents qui n'ont jamais vu figure humaine. Et nous trébuchons sur des glands pourris que le temps a rendus luisants et rouges. Ce bois est entouré d'un cercle de murailles, personne ne vient ici. Écoutez. Ce coup sourd, c'est un gigantesque crapaud quelque part sous terre. Ce craquement, une pomme de pin préhistorique qui tombe parmi les fougères et va pourrir là. Ces mots-là sont blancs, dit Suzanne, comme les cailloux qu'on ramasse sur la plage. Je me mets à dessiner un dessin qui boucle le monde. Mais je suis en dehors de la boucle. Je rapproche les deux extrémités de la boucle. Je la ferme, je la parfais. Le monde est parfait et je suis hors du monde. Et je pleure. Oh, mais venez à mon secours, ne me laissez pas tomber hors de la boucle du temps. Le soleil prenait de la hauteur, des vagues bleues, des vagues vertes promenaient sur la rive un rapide éventail. Entourés de leurs rondes les piquants du chardon marin. Mettaient ça et là sur le sable de minces étangs de lumière et laissaient derrière elles un pâle cerne noir. Chacun de nous semble avoir sans cesse quelque chose à faire, quelque chose qui n'aura lieu qu'une seule fois, jamais plus. Rien n'est plus terrible que ce sentiment de l'immédiate fatalité. Tout le monde sait que je vais au collège et que j'y vais pour la première fois de ma vie. Ce petit jeune homme va au collège pour la première fois de sa vie, dit la bonne qui lave les marches de l'escalier. Je ne dois pas pleurer, je dois les regarder tous avec indifférence. L'horloge me contemple avec sa figure de pleine lune. Il s'ennuie. Je m'ennuie moi aussi. Tout de suite, Bernard s'aperçoit que nous nous ennuyons. Je devine dans ses phrases un effort, une certaine extravagance, une façon de dire « écoutez donc ». Mais Perceval dit non, car il est toujours le premier à découvrir un mensonge, et il est brutal à l'excès. La phrase de Bernard s'achève platement. Oui, voici le moment terrible où Bernard perd son pouvoir magique, où nulle conclusion ne s'ajuste plus à ses récits. Il s'affaisse, il tortille entre ses doigts un bout de ficelle et il se tait enfin, la bouche ouverte, comme s'il allait fondre en larmes. Parmi les affres et les catastrophes de la vie, il faut compter ce fait. Le fait que nos amis sont incapables de finir les histoires. C'est mon visage que je vois dans le miroir, derrière l'épaule de Suzanne, dit Rhoda. Ce visage-là est bien mon visage. Mais je vais reculer derrière elle afin de le cacher, car je ne suis pas présente. Je n'ai pas de visage. Les autres jeunes filles ont des visages. Suzanne, Ginny ont des visages. Elles sont présentes. Le monde où elles vivent est un monde véritable.
Les objets qu'elles soulèvent ont un poids. Elles disent oui, elles disent non. Tandis que je change et que j'hésite et qu'il suffit d'une seconde pour me percer à jour. Je vais aller à la bibliothèque et prendre un livre. Je vais lire, puis regarder autour de moi, puis lire à nouveau, puis regarder encore. Voici un poème où il est question d'une haie. Je vais flâner le long de cette haie et cueillir des fleurs. De vertes belles de jour et des aubépines couleur de clair de lune, des églantines et de sinueuses branches de lierre. Je vais les tenir fermes entre mes mains et les déposer sur la surface luisante du pupitre. Je vais m'asseoir au bord de l'eau, sur la berge qui tremble, et regarder les nénuphars. Les larges nénuphars éclatants répandent sur le chêne qui surplombe la haie leur lumière humide, comme un rayon de lune. Je vais cueillir des fleurs, les tresser en une guirlande unique que je vais nouer, que je vais offrir. Mais à qui ? Quelque chose arrête brusquement le flot même de ma vie. Le fleuve rapide bat contre un obstacle, tout s'agite, tout est secoué. Je ne sais quelle dure masse centrale résiste. Oh, cette douleur, cette angoisse. Je succombe, je perds conscience, et maintenant mon corps se fond. Oui, lorsque je remue la tête, mon corps étroit ondule tout entier, et mes jambes minces frémissent comme une tige au souffle du vent. Je voltige entre le dur visage de Suzanne et celui de Rhoda, si vague. Je bondis comme une de ces flammes qui courent dans les crevasses du sol. Je remue, je danse. Je ne cesse jamais de remuer et de danser. Je remue comme la feuille qui remuait jadis dans la baie et m'effrayait quand j'étais enfant. Ma danse se projette sur ces murs impersonnels, ces murs rayés, ces murs blanchis à la chaux et bordés d'une plainte jaune. Comme la lueur du feu sur le couvercle d'une théière. Je prends feu, même sous les yeux froids des femmes. Quand je lis, un liseré rouge court le long de la tranche noire des livres de classe. Et pourtant, je suis incapable de suivre un mot à travers ses significations changeantes. Je suis incapable de suivre une pensée qui remonte du présent au passé. Je ne me tiens pas debout comme Suzanne, tout absorbée, songeant à ma maison avec des yeux pleins de larmes. Je ne vais pas m'étendre comme Rhoda, pelletonnée sur moi-même au milieu des fougères qui tachent de vert mon tablier, en rêvant de plantes sous-marines et de rochers entre lesquels nagent lentement des poissons. Je ne rêve pas. Je détache le feuillet du trimestre d'été. Avec des secousses intermittentes, soudaines comme les bonds d'un tigre, la vie émerge pesamment, soulève son mufle noir au-dessus de la surface de la mer. Nous sommes attachés à ce monstre. Nous sommes liés à lui, comme le corps des suppliciés à des chevaux sauvages. Et certes, nous avons inventé des expédients pour remplir les crevasses et dissimuler les fissures. Voici le contrôleur, et voici 2 hommes, 3 femmes et un chat dans un panier.
Me voici moi-même, le coude posé sur le rebord de la portière. Tout cela fait partie de l'instant présent et du lieu où nous sommes. Nous avançons. Nous faisons route à travers des champs de blé murmurants et dorés. Les femmes occupées à sarcler les champs sont surprises parce que nous les laissons derrière nous. Le train monte, maintenant, et sa marche se fait pesante et sa respiration oppressée. Enfin, nous y sommes tout en haut sur la lande. Quelques moutons, quelques poneys aux crinières emmêlées vivant seuls ici à l'état sauvage. Et cependant, nous sommes entourés du plus grand confort. Nous avons des tables pour poser nos journaux et des anneaux pour placer nos verres. Nous transportons ces objets avec nous à travers la lande. Maintenant, nous sommes au sommet. Le silence va se refermer derrière nous. Si je regarde en arrière, par-dessus ces têtes chauves, je puis voir le silence qui déjà se referme et les ombres des nuages qui se poursuivent au-dessus de la lande. Le silence se referme sur notre passage d'un instant. Ceci, dis-je, est le moment présent. C'est le premier jour des grandes vacances. Tout ceci fait partie du monstre qui émerge à la surface et auquel nous sommes attachés. Certes, j'ai peu d'aptitude pour la méditation. En toute chose, j'ai besoin de me trouver en face de la réalité. Je ne parviens qu'ainsi à prendre contact avec le monde. Une phrase bien construite me semble néanmoins posséder son existence indépendante. Et je me rends bien compte que les meilleures phrases sont probablement fabriquées dans la solitude.